Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, les rendez-vous de la santé et de la qualité de vie au travail, qui concerne désormais tous les univers professionnels depuis une loi de 2021 qui a consacré la responsabilité des entreprises sur ces sujets. Alors nous allons aujourd'hui parler d'une grande entreprise, Saint-Gobain France, un acteur majeur du marché de la construction durable, qui a comme particularité de répartir ses activités entre l'industrie, la distribution, la recherche et bien sûr l'administration au niveau de son siège social. Ce sont des activités donc très variées et qui rassemblent 36 000 collaborateurs pour lesquels Saint-Gobain France, et c'est bien le sujet qui nous intéresse dans cette émission, a fait de sa politique santé et sécurité une priorité. Alors nous avons le plaisir de recevoir pour cet échange Régis Blujon. Bonjour. Bonjour Thierry. Vous êtes le directeur des ressources humaines et des affaires sociales de Saint-Gobain France et vous êtes au cœur du déploiement d'un programme qui recouvre cette ambition dont nous venons de parler et que vous avez nommé « Je prends soin de moi ». Une véritable promesse de bienveillance. Absolument. Alors, la première question que je vais vous poser pour qu'on ait bien le cadre de ce sujet, est-ce que vous pouvez nous préciser comment s'organisent justement ces différentes activités au sein de votre entreprise? Quelles sont-elles? Quels sont les métiers que cela recouvre? Absolument. Le groupe Saint-Gobain, c'est 36 000 collaborateurs en France et nous agissons dans la construction durable. Ça concerne aussi bien le résidentiel, le tertiaire et les infrastructures. Et pour servir ces marchés, nous fabriquons des solutions que nous commercialisons. La fabrication, c'est 90 usines sur l'ensemble du territoire en France, des usines de fabrication de solutions d'isolation, de solutions de plâtre, de solutions de verre, de solutions d'adduction d'eau avec de la fonte ductile, et puis un ensemble d'agences de distribution avec des grandes enseignes telles que Point P, la plateforme du bâtiment, CDO. Mais c'est aussi 3 grands centres de recherche répartis sur le territoire, un ici à Paris, un deuxième à Compiègne dans l'Oise et un troisième en Provence à Cavaillon. Et nous avons évidemment beaucoup d'agences commerciales, plus de 2000, et donc une forte empreinte sur le territoire. Beaucoup de métiers chez Saint-Gobain, des métiers industriels, des métiers commerciaux, des métiers de vente, des métiers de supply chain, des métiers de recherche et de développement, donc beaucoup de conditions de travail et d'environnement très différents. Alors on reviendra tout à l'heure dans le détail un petit peu sur chacune de ces activités et comment le sujet de la santé et de la sécurité au travail s'applique dessus, mais à partir de quel constat vous avez jugé nécessaire de mobiliser l'entreprise justement sur ces thématiques de santé et de sécurité au travail? La politique ressources humaines que nous développons tient en 3 mots. Confiance, engagement, travail en équipe. Et partant de ce constat-là que nous partageons à travers les lignes managériales, eh bien évidemment, le sujet de la santé, mais aussi le sujet de la sécurité vient tout de suite sur la table. Il vient aussi sur la table à travers le dialogue social. Les organisations syndicales, les partenaires sociaux sont très attachés à ce sujet, que souvent elles nous mettent en haut de leur liste de priorités. Donc un double constat, un constat managérial, un constat des équipes, mais aussi un constat de la représentation du personnel. Alors pour bien séparer ces aspects à la fois sécurité et santé, vous m'avez confié dans la préparation de cette émission, vous avez en fait 2 manières de nommer ça. C'est d'une part, vous avez une action qui s'articule autour de « je veille sur vous », et puis par ailleurs, vous avez une autre action qui s'articule autour de « je prends soin de moi ». Est-ce Absolument. que vous pouvez me repréciser un petit peu comment vous avez abouti en fait à cette répartition de l'action? Ces 2 programmes dont on voit bien que ce sont des programmes qui sont extrêmement proches, puisque la façon de les nommer, la sémantique est très très proche. Donc le programme « Je veille sur nous » est un programme sécurité. Là, l'objectif, c'est de faire de la prévention des risques accidentels, des accidents du travail. Donc là, on cherche à lutter contre des coupures, contre des fractures, contre des chocs. Donc on est dans une action qui est une action immédiate de prévention d'un geste qui pourrait conduire à une situation accidentelle. Donc là, on est bien dans quelque chose qui concerne, pour le coup, probablement essentiellement, vos activités industrielles et vos activités de distribution. Absolument, mais ça concerne aussi les activités qui sont les activités plus tertiaires, les centres de recherche, etc. Parce qu'on peut aussi avoir un accident
soit en allant au travail, ou soit en revenant chez soi. Donc le sujet des accidents du travail, il faut en avoir une vision qui est une vision complète. Et l'idée, c'est de bien avoir les personnes en sécurité à partir du moment où elles quittent leur domicile jusqu'au moment où elles vont revenir à la fin de la journée de travail. Et alors, pendant la journée de travail, justement, peut-être commençons un peu par les usines. Vous fabriquez des matériaux qui sont des matériaux sensibles. Comment se passe, justement, cette prévention en matière de sécurité pour cette activité de fabrication ? La première chose le risque accidentel le plus important, la première chose à laquelle nous faisons attention, ce sont les chocs entre les engins et les piétons. Puisque chez Saint-Gobain, on se déplace, évidemment. Nous avons aussi beaucoup d'utilisation de chariots élévateurs. C'est le cas dans les usines, mais c'est aussi le cas dans la distribution, dans les cours, lorsque nous chargeons les camionnettes de nos clients. Et donc, la prévention du risque de choc engin-piéton est un sujet essentiel. Le deuxième sujet, qui est un sujet plus industriel, est un sujet qui est lié aux coupures, puisque nous travaillons un matériau qui est d'une extraordinaire beauté, qui est le verre, qui apporte la lumière, la transparence dans la construction, mais c'est aussi un matériau avec lequel on peut se couper. Donc il y a beaucoup d'actions qui tournent soit sur les équipements eux-mêmes, soit sur les gestes et les attitudes et la protection individuelle avec des ports de gants ou des ports de vêtements spéciaux pour protéger contre les risques de coupure. Alors justement, concrètement, au quotidien, comment ça se passe ? Quel est le rôle, par exemple, des managers ? Quel est le rôle des encadrants pour mettre en place toutes ces mesures qui visent à la sécurité de ceux qui travaillent ? D'abord, il y a des formations. C'est très important d'être sensibilisé. C'est-à-dire que personne ne peut entrer dans une usine, que ce soit un équipier, que ce soit un manager, que ce soit un client, que ce soit un intervenant extérieur, que ce soit un fournisseur, sans qu'il ait été formé et sensibilisé au risque accidentel du site en question. Donc la première chose, c'est de la formation. Donc on est en amont. Une fois qu'on est formé et qu'on rentre sur le site, nous sommes équipés. Tout le monde doit avoir des chaussures de sécurité, des gants. S'il y a des poussières, on porte des lunettes et on a des protections auditives. Éventuellement un casque si on va dans une zone qui est une zone de chantier. Donc, deuxièmement, après avoir été formé, on est équipé. Ensuite, on voit une vidéo qui explique les risques accidentels du site et quelles sont les consignes en matière de déplacement, d'aller et venue. Et donc là, après, on procède et on est toujours accompagné. La règle, c'est qu'il ne faut jamais être seul. Le principe, c'est le binôme. D'où la formule « je veille sur vous », puisque un collègue veille sur soi, comme soi, on veille sur son collègue. L'âme de la politique sécurité, c'est le binôme. C'est un petit peu comme à la guerre. Ou c'est un peu comme à la gendarmerie. La guerre, c'est un peu brutal, mon cher Thierry. Mais l'idée, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on est dans une démarche qui est une démarche d'attention à l'autre. Une démarche où, au fond, il y a une dimension qui est très solidarité. Très attention. Et c'est là où on voit, si je puis me permettre, le lien, vous voyez, le cousinage, mais presque le cousinage germain avec le programme de santé. Parce que cette solidarité, ce « je veille sur nous », on voit bien qu'il y a une attention, une bienveillance à l'autre. Et vous êtes allé jusqu'à me préciser d'ailleurs que cette préparation pour éviter les accidents, pour éviter les risques, ça allait jusqu'à des échauffements le matin pour être sûr d'être physiquement en pleine possession de ses moyens pour faire son travail. Absolument, parce qu'on s'aperçoit que dans les risques qu'il y a, il y a des risques qui sont des risques de choc, des risques de coups, etc., etc. Et nous, on s'est aperçu que beaucoup de nos équipiers faisaient des activités sportives. Et toute personne qui fait du sport commence par s'échauffer. Et elle trouve ça normal et naturel. Vous voyez, vous faites du judo, vous commencez par l'échauffement, vous faites du football, vous commencez par l'échauffement, vous faites du rugby, enfin l'activité que vous souhaitez. Et au travail, on ne fait pas ça.
Et même au travail, on trouve ça un peu ridicule de s'échauffer. Oui, tout à fait, parce que c'est quelque chose qui, il y a quelques années, a été mis en lumière par ce qui se passait au Japon, et ça faisait rigoler tout le monde. C'est-à-dire qu'on voyait des équipes entières en train de faire du régime, ça paraissait bizarre. Oui, on se moquait un peu. Tout à fait. Et donc, nous, on a essayé de rendre ça, d'abord ludique, un peu plus sympathique, et de montrer que ça avait un énorme intérêt. Parce qu'en matière de risque, effectivement, vous avez préparé votre corps. C'est-à-dire qu'il est plus souple, il est plus échauffé, comme le dit son nom. Et finalement, c'est une démarche qui est positive. Et dans votre activité de distribution, donc là, on a aussi affaire à des gens qui sont par ailleurs face publique. J'imagine que ça génère aussi des contraintes et des nécessités de prévention particulières. Oui, ce ne sont pas exactement les mêmes gestes et postures. Il y a aussi un risque de choc engin-piéton, puisque, comme je le disais tout à l'heure, il y a des enjeux qui sont des enjeux de chariot élévateur dans les cours pour charger les clients. Mais il y a aussi des relations qui sont des relations aux clients, qui parfois peuvent être un peu plus, tendues. Il peut y avoir un peu plus de pression, mentale. Juste précisons que la plupart de vos clients sont parfois des artisans, des petites entreprises qui viennent chercher dans vos centres de distribution le matériel dont ils ont besoin. Oui. Donc, eux aussi participent d'une certaine manière à la manipulation. Absolument. C'est pas parfois, c'est... À 90%, ce sont des maçons, ce sont des entrepreneurs généraux du bâtiment, ce sont des électriciens, ce sont des chauffagistes, ce sont des menuisiers, ce sont des charpentiers. Donc, c'est des femmes et des hommes, des corps du bâtiment. Et donc, il y a effectivement des manipulations et parfois de produits qui peuvent avoir une certaine dimension ou un certain poids. D'où l'importance de s'être échauffé et d'être dans une démarche qui est une démarche de protection et de porter et de respecter les consignes. Vous voyez, il y a des périmètres de sécurité. Par exemple, lorsqu'on charge un camion, eh bien, évidemment qu'on doit être en retrait du chargement. On peut veiller au chargement, mais on ne doit pas être dans la zone de circulation du chariot élévateur, puisque là, il pourrait y avoir un risque de chute d'une palette, par exemple. Est-ce que vous avez mis en place des outils qui permettent de mesurer justement l'impact de toutes ces mesures de sécurité et quels sont les résultats obtenus dans votre activité? Oui, absolument. Il y a un indicateur qui est un indicateur phare, qui est le TF2, qui est le taux de fréquence, qui permet de mesurer le nombre d'accidents par million d'heures de travail. C'est un indicateur qui est extrêmement connu, qui est suivi par toutes les administrations également en France. Et donc nous, notre volonté, eh bien, c'est d'avoir zéro risque accidentel. Et on va même plus loin. C'est-à-dire que la volonté, c'est de supprimer les risques dans les situations potentielles. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on est en amont, c'est-à-dire qu'on se dit, on ne cherche pas à prévenir l'accident, on cherche à prévenir l'événement qui aurait conduit à ce qu'un accident puisse se produire. Et c'est ça qui permet de faire la différence. Où en êtes-vous justement du déploiement de l'ensemble de ces actions? À l'heure actuelle, on peut dire que l'ensemble de vos usines, que l'ensemble de vos sites de distribution, après on viendra sur d'autres sujets, comme par exemple le sujet de la santé mentale, qui concerne probablement plus l'activité tertiaire, mais sur ces questions de sécurité et de santé dans vos usines et dans vos centres de distribution, tout est OK? Tout n'est jamais OK. En matière de sécurité et en matière de santé, c'est un travail qui est un travail au quotidien. Vous voyez, sur la santé, j'aurais pu prendre l'exemple des troubles musculo-squelettiques. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des gestes répétitifs, il y a des attitudes sur lesquelles il faut toujours travailler. Vous voyez, on sait très bien que quand on doit se baisser, on doit garder le dos droit et c'est les jambes qui plient. Eh bien, on est tous des êtres humains, et au bout d'un moment, eh bien, on plie le dos. Ça, c'est pas bon. Et ça, c'est pour ça que l'idée du binôme est très précieuse. Et donc, travailler sur les troubles musculo-squelettiques, c'est très important. Sur la santé, on veut aussi travailler dans le respect de la confidentialité.
à la situation personnelle de santé. Oui, parce que toutes les personnes qui travaillent dans vos usines, dans vos centres de distribution, peuvent aussi avoir une évolution de leur état de santé. Exactement. Vous pouvez avoir un sujet d'évolution de votre vue, un sujet d'évolution de votre ouïe, ou même, vous pouvez avoir besoin d'avoir des examens pour faire de la prévention contre les cancers, par exemple. Et donc, nous avons lancé tout un programme de prévention contre les cancers, et donc avec des camions qui sont des camions laboratoires, qui sont venus soit dans les agences, soit dans les usines, sur la base du volontariat. Hein. Seuls les salariés, évidemment, volontaires peuvent, et ils ont le droit à un check, et ils participent à un état, je vais dire, d'examen de leur santé. Ça nous a permis, par exemple l'année dernière, d'éviter, de prévenir 7 cancers. Effectivement. Est-ce que vous avez dans ces équipes des médecins qui travaillent à l'intérieur de l'entreprise ? Absolument. C'est un choix de la politique de sécurité et de santé du groupe Saint-Gobain, et nous avons décidé d'avoir ce que l'on appelle de la médecine de groupe, et donc nous avons des médecins salariés indépendants qui sont installés dans des infirmeries, dans les grands sites industriels. Il n'y en a pas dans la distribution, hein, puisque la distribution, c'est des petites agences réparties au territoire, mais dans les grands sites industriels, il y en a. Et là, les salariés du territoire, du bassin d'emploi, peuvent évidemment venir voir soit des médecins, soit des infirmières et des infirmiers qui sont présents, de même que nous avons des ergonomes pour travailler sur les gestes et postures et sur l'aménagement des installations. Donc là, on est dans l'existant. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui restent à faire dans ce domaine de la préservation de la sécurité et de la santé au travail ? Oui, d'abord sur la santé, je pense que c'est un travail qui est très important. Quand on le regarde, moi, il y a un sujet que je sens monter et que les partenaires sociaux me montent sur la table, c'est le sujet des addictions. Vous voyez, le sujet des addictions, alors il y a les addictions bien connues à l'alcool, aux stupéfiants, mais il y a aussi des addictions avec lesquelles on vit tous les jours et qui posent des sujets de santé, de fatigue, voire de stress mentaux. C'est le sujet du smartphone, par exemple. Vous voyez, les gens sont complètement addicts au smartphone, et alors à tel point, tout à l'heure je parlais des déplacements, des risques de choc engin piéton. Si vous regardez votre smartphone en marchant, c'est sûr que la probabilité que vous voyez qu'il y a un chariot élévateur qui arrive, elle est très faible. Et donc, c'est un vrai sujet. Donc, il faut aider les personnes par des programmes de formation à, j'allais dire, se sevrer un peu. Je ne dis pas que le smartphone ne fait pas partie de la vie, mais il faut aider à se sevrer. Ce qu'il faut, en réalité, et c'est notre politique, tout à l'heure, je le disais en introduction, confiance, engagement, travail en équipe. Et donc, pour ça, nous avons besoin d'équipiers en sécurité et en bonne santé. Et donc, avoir l'esprit qui est l'esprit, j'allais dire, non saturé par des dimensions qui sont des dimensions plus négatives. Et sur ces problèmes d'addiction, notamment au smartphone, je crois que c'est quelque chose sur lequel l'ensemble des sociétés qui travaillent dans le BTP se sont beaucoup penchées. Oui. Vous arrivez à avoir une adhésion sur... on laisse un peu ces outils-là de côté pendant qu'on travaille ? Écoutez, c'est un programme qui est en cours. Je pense que tout le monde est conscient de cela. Je pense qu'il y a de la bonne volonté. Il faut y mettre de l'intensité managériale, pour être sincère. Vous voyez, il faut, mais même nous-mêmes, vous voyez, enfin, qui n'a jamais fait un SMS au volant ? Absolument. Qui ne l'a jamais fait ? Donc, vous voyez, il faut être très humble face à ces sujets. Mais, comme je le dis, il faut y mettre l'intensité. C'est-à-dire qu'il faut se dire, voilà. Et il faut s'aider les uns les autres. Hein. D'où le « je prends soin de moi et je le veille sur nous ». Vous voyez, l'autre vient vous dire, là, dis donc, tu es en train de regarder ton téléphone alors que tu descends l'escalier ? Attention, danger. Voilà. C'est ça le truc. Alors c'est difficile de parler de santé et de sécurité au travail sans aborder un thème majeur qui est celui de la santé mentale. C'est la grande cause de l'année 2025. Oui. Vous affichez une volonté d'assurer le bien-être global de vos salariés. C'est très ambitieux, mais ça pose aussi le problème, justement, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, de la séparation entre la vie professionnelle et la vie privée. Comment vous arrivez à articuler tout ça et comment vous arrivez à agir dans ce domaine ? Alors, d'abord, ça c'est une règle qui est une règle d'or. En matière de santé, la confidentialité doit être absolue. Donc, ce sont des professionnels de santé qui écoutent. Voilà.
on peut se livrer à son manager si on est en confiance, mais il n'y a là aucune obligation. Ça, la confidentialité, c'est une règle d'or. La deuxième chose, vous savez, le stress, c'est quelque chose que l'on éprouve. Donc nous, on a développé une plateforme et on utilise pour cela une agence qui s'appelle Olivia, qui permet aux salariés qui le souhaitent d'aller mesurer leur niveau de stress, leur niveau de pression mentale, leur niveau de bien-être. Et ils vont sur une échelle qui va de 1 à 10. Si on est inférieur à 3, tout est OK. C'est quelque chose qu'ils utilisent volontairement ou c'est quelque chose... Volontairement, on les forme, ils sont informés et c'est eux qui décident d'aller faire quelque part leur autodiagnostic. Et à partir de l'autodiagnostic, derrière, peuvent s'enclencher des entretiens avec des professionnels de santé, voire des processus de soins, voire des entretiens pour dire finalement, dans cette équipe-là, je ne suis pas si bien, ou c'est pas sûr que moi, j'ai le profil idéal pour être en relation continue avec des personnes qui ont des exigences professionnelles. Vous voyez, le métier du commerce, c'est vrai que c'est un métier d'interaction. Absolument. Vous avez des gens qui sont plus à l'aise à travailler sur des dossiers plutôt que d'être dans la relation humaine. Vous en avez d'autres, vous les mettez sur des dossiers dans un périmètre de recherche, ils vont trouver ça absolument barbant et ils vont déprimer parce qu'ils n'ont pas de relation humaine. On est tous différents. L'idée, c'est d'utiliser ces capacités, ces talents au regard de la diversité. Et chez Saint-Gobain, nous avons suffisamment de métiers pour que chacun puisse essayer de trouver son équilibre. Voilà, donc vous avez forcément des systèmes de requalification, de changement de mission professionnelle qui permettent à chacun de rester finalement Absolument. En ligne avec sa personnalité et ses capacités propres. Oui, avec sa mobilité. Il peut y avoir aussi, vous voyez, et certaines fois, ce n'est pas obligatoirement une mobilité professionnelle. Quand vous êtes dans une grande région, j'en sais rien, l'Île-de-France, la région lyonnaise, la région Grande Aquitaine, eh bien là, vous pouvez, en fonction de vos compétences, trouver un emploi. Alors, au-delà des aspects quotidiens de la santé et de la sécurité au travail, il y a un autre sujet qui est lié, parce que parfois il arrive des maladies, parfois il arrive des accidents, parfois il arrive des choses encore plus graves. Sur le sujet de la prévoyance, quel est le système qui est en place chez Saint-Gobain France ? Alors, nous avons décidé d'avoir de ce point de vue-là un cadre social qui est extrêmement formé. D'un côté, nous avons un régime dit de frais de santé, ce que l'on appelle la mutuelle, et de l'autre côté, nous avons un programme qui est un programme de prévoyance. Tout équipier chez Saint-Gobain, quel que soit son niveau d'emploi, a le même système de prévoyance. Prévention des risques de longue maladie, prévention de l'invalidité et malheureusement, accompagnement des situations de décès avec des versements soit de capitaux pour le conjoint survivant ou de rente et de rente d'éducation pour les enfants qui auraient à encore évidemment poursuivre leur scolarité. Et l'ensemble de vos salariés sont sur le même niveau de couverture ou il y a différents... Non, c'est le même niveau de couverture pour l'ensemble des salariés à l'intérieur de la France. Sur le système, lui, de frais de santé, il y a un régime qui est dit régime de base, et ensuite il y a des options, puisque certaines personnes préfèrent avoir une protection un peu supérieure. Par exemple, si vous avez des sujets de vue, donc vous avez une protection supérieure sur l'optique, donc vous pouvez avoir des systèmes d'options un peu avec des couches qui se rajoutent. Un peu à la carte. Un peu à la carte. Mais l'idée, c'est de protéger l'équipier, mais également sa famille. Nous, on tient beaucoup à ce qu'il y ait un équipement qui soit un équipement et une protection de solidarité. Avant d'en arriver à la fin de cette émission, je voudrais vous poser quelques questions un petit peu plus personnelles, et notamment quelles sont les motivations, les éléments de votre vie, de votre parcours professionnel qui vous ont amené à remplir cette mission de DRH, de responsable aussi des affaires sociales de l'entreprise. C'est quelque chose qui est un petit peu particulier et qui demande, sur le plan humain, une implication forte.
Oui, enfin, moi je viens d'une famille qui était nombreuse, voilà, et donc depuis tout petit, j'allais dire, on m'a appris à vivre dans le partage, dans la solidarité. Je veille sur vous. Je veille sur nous, quelque part. J'ai eu la chance de pouvoir faire du sport. Dans le sport, moi j'aimais beaucoup le sport collectif, donc j'ai été amené à jouer au basket et au rugby, et vous voyez, on voit que finalement, dans le sport, il y a de la place pour la diversité. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des musclés, il y en a qui courent plus vite, il y en a d'autres qui poussent plus fort. Et finalement, ça vous montre que seul, on n'y arrive pas. Ce qui compte, en réalité, c'est aussi les autres qui vous aident à aller au-delà, à aller chercher et à pousser un peu vos limites. Eh bien, le monde du travail, c'est un peu ça. Alors, pourtant, on est dans une époque qui est marquée, et tout le monde le reconnaît, de plus en plus par un individualisme assez puissant. Comment vous arrivez justement à contrer tout ça, cette tendance naturelle à se dire finalement, il n'y a que moi qui compte? Oui, alors, moi, j'aime pas trop le mot individualisme. Moi, je parle des personnes. Et les personnes, elles vivent dans une communauté, finalement. Et Saint-Gobain, c'est une famille, c'est une grande famille, c'est une grande communauté. Vous savez, les personnes qui sont dans les métiers de la distribution, nos équipiers qui sont dans les métiers de la distribution, ils sont très fiers de vendre les solutions qui ont été fabriquées dans les usines. Et dans les usines, on est très fiers de savoir que quand on fabrique pour un client, ou on va fabriquer pour tel tour, ou pour telle maison. Vous voyez ? Et donc, quelque part, il faut donner du sens. Moi, je crois que ce qui est très important, le secret, c'est le sens. Et si on arrive à éclairer son travail par un sens, ça donne de l'épanouissement professionnel. Et ça pourrait être d'ailleurs peut-être votre mot de conclusion sur l'évolution justement de cette capacité à donner du sens au travail. Vous voyez les choses comment dans votre entreprise, mais d'une manière peut-être un peu plus générale dans le monde du travail, où là aussi il y a parfois des questions qui se posent sur finalement quel est l'intérêt de ce que je fais tous les jours. Écoutez, moi je crois qu'on peut regarder les choses avec de l'espoir. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a de l'individualisme, ce pays aime se chamailler, mais ce pays, quand il est face à une situation très dure, il sait aussi se rassembler. Ce pays, c'était celui où, au milieu du confinement, on allait tous sur nos balcons pour applaudir les personnels de santé. C'est ça la France. Vous voyez ? Donc on peut aussi regarder ce pays à travers sa dimension généreuse et positive. OK pour la chamaille, j'en faisais sur les terrains de rugby, mais à la fin, on allait à la 3e mi-temps et on était sympathiques entre nous. Donc il y a aussi tout ça. C'est ça notre générosité, c'est ça notre complexité, notre diversité. Et si on regarde ce qui est positif en nous, eh bien on arrivera à aller de l'avant. C'est un joli mot de la fin, on va s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup, Régis Buljon, de ces précisions, de cette passion que vous mettez dans la défense de la santé et de la sécurité au travail. Merci à vous, internautes, d'être fidèles à cette émission sur santé et qualité de vie au travail. Et je vous donne rendez-vous pour un nouveau sujet, un nouvel intervenant, toujours sur ce même thème. À très bientôt.